concours de l'année dernière. Un extrait, parce qu'il y avait 5 parties, et c'était une partie sur 5. Il s'agissait donc de modéliser modéliser donc l'évolution dans le temps, donc x de t, donc on voit que ça dépend du temps. C'était la hauteur de l'eau dans un lac. Alors en fait, c'est pas la hauteur à partir du fond parce que on ne peut pas trop mesurer. Ce qui va nous intéresser, c'est les variations de hauteur dans ce lac en fonction du temps. Alors au départ, on voit le lac de profil, on voit alors un lac, un étang, il y a une entrée et sortie. Donc on imagine il y a des petites rivières qui vont alimenter le lac, et puis quand il déborde, ça retourne alimenter d'autres petites rivières. On écrit donc. J'entends des gens. Tu n'as pas fermé. C'est Lucie. Lucie, tu n'as pas fermé ton micro. Ah, pardon, mince. Je disais donc, la variation de hauteur, c'est ce qui va nous intéresser. Donc le dx ici sur dt, c'est proportionnel, on multiplie par la surface et on dit qu'à ce moment-là, ça va être lié aux entrées et aux sorties, évidemment. Donc on considère que la sortie, elle est proportionnelle à ce qu'il y a comme quantité d'eau dans le lac. Jusque-là, ça paraît logique. Et puis, l'entrée, ça dépend de ce qui s'est passé auparavant, s'il a plu ou quoi que ce soit. On peut aussi imaginer que non seulement un lac, mais ça peut être un étang. Un étang, on peut fermer et il y a des bondes en fait à l'entrée et à la sortie. On peut régler la hauteur dans un étang en fermant et en ouvrant chaque côté. Bien, donc finalement, ça revient à résoudre une équatif. Voilà. Et puis U de T, ça va correspondre à l'entrée, donc au débit d'entrée grosso modo, à une constante près, à l'entrée de l'eau. La quantité d'eau qui rentre en fonction du temps. Et au départ, on nous dit qu'on va faire quelque chose d'assez simple. L'entrée, c'est une constante. À partir d'un instant T0, on va considérer que ce qui arrive dans le lac, c'est une constante. Et même on met constant égal à 1 pour faire très très simple. Donc la première question, c'était de résoudre cette équation. Donc l'équation qui est ici, mais avec, au lieu de mettre U de T, on mettait 1. On ne l'étudie que pour les T positifs, parce que pour les T négatifs, on s'en fiche. Il y a un micro que tu vas fermer. Pour les T négatifs, on s'en fiche. On s'intéresse qu'à ce qui se passe pour le temps à partir de l'instant 0. En considérant que la hauteur à l'instant 0, on la prend égale à 0, donc c'est la hauteur de référence. Donc c'est plutôt une variation, c'est par rapport à une surface donnée. Donc on considère, on se place à un instant t égale 0, on prend x égale 0, et on va regarder si ça augmente ou si ça diminue. Bien, donc ça c'était la première équatif, il n'y avait pas de grosses difficultés, vous avez réussi à résoudre. Donc, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une résolution assez classique. Et il y a quelqu'un qui n'a pas fermé encore son micro. Il y a 2 micros. Et donc, on rajoute la constante ici 1 sur k. Bref, on a la résolution. À partir de la condition initiale x de 0 égale 0, on a la résolution complète. Ensuite, on poser un cas un petit peu différent où l'entrée, en fait, qui rentre dans les temps, c'est une constante et puis ensuite, ça s'arrête. On peut imaginer comme un robinet. On a un robinet qui diffuse de l'eau de façon constante et hop, on coupe et ça s'arrête. En revanche, la hauteur, le x de t, lui, va être continu. Ici, on a une discontinuité de l'entrée, mais le x de t doit être continu, c'est-à-dire qu'on va avoir la hauteur qui va augmenter du fait que l'entrée augmente, et puis ensuite, quand l'entrée diminue, on imagine que ça va suivre. On a une courbe ici qui va suivre pour le x de t, et ça va absorber finalement la variation. Alors pour ça, c'est d'ailleurs, on a repris la rédaction de l'énoncé, c'est pas l'énoncé brut du sujet de concours. Il disait juste, c'était bizarre. Il demandait d'admettre sur un intervalle, de résoudre sur l'autre.
c'était déjà que c'était pas facile, mais en plus c'était bizarrement posé. Alors, donc il s'agit de résoudre l'équation sur les deux intervalles, sur l'intervalle 0 delta et sur l'intervalle delta plus l'infini. Sur l'intervalle 0 delta, on va prendre la solution qui vérifie x de 0 égale 0, puisque c'est notre condition de base. Et puis ensuite, sur l'intervalle delta plus l'infini, on va considérer que la fonction x qu'on veut calculer, elle doit être continue. Donc, elle va être continue en delta. Ça, c'est implicite. Enfin, c'était implicite dans le sujet de concours. Ici, on vous dit, on cherchera une solution qui se raccorde par continuité. Donc, ça va fixer la constante d'intégration, en fait. Et il y a des gens qui se sont demandé pourquoi ça devait être continu. Alors, je vous ai préparé où est-ce qu'il est? Là. Un petit diaporama sous la forme d'un flipbook tout à fait sympathique. Il faut envisager, donc la hauteur du lac, c'est x, à partir d'une base 0, je ne sais pas laquelle. Et on va dire que cette fonction-là, x, elle doit être continue. Et pourquoi elle doit être continue? C'est lié à ce que c'est qu'une hauteur d'eau dans le lac. Donc, vous imaginez, ça va augmenter, par exemple. Donc, la hauteur augmente un petit peu. Mais non, ça me fait une discontinuité, là, mais je ne peux pas non plus le faire de façon complètement continue. J'aurais dû faire des 24 images secondes pour que ce soit continu. Donc, je repars de 1. Alors, ça augmente un peu, ça augmente un peu. Vous l'imaginez continu, hein, ça augmente de façon continue. Ça diminue éventuellement, ça diminue encore, ça diminue encore un peu, ça diminue encore un peu. C'est continu, ce qui fait que votre bateau qui est dessus, il reste à la surface et le poisson, il s'adapte. Hein. Il descend quand l'eau diminue, il va un petit peu dans le fond. Mais ça reste continu. Donc là, il continue à descendre, le poisson. Et là, ça remonte gentiment. Le poisson, il peut remonter, ça remonte encore. Et vous voyez qu'à chaque étape, donc, c'était progressif. C'est pas que ça augmente vite ou pas vite, c'est pas ça le problème, mais de façon continue, donc de façon progressive. Donc ça, c'était le x. Mais en revanche, si la hauteur, elle se mettait à diminuer d'un seul coup, augmenter, ça ne nous gênerait pas trop. Mais si votre hauteur d'eau, là, elle diminue, mais vraiment brutalement d'un seul coup, regardez ce qui se passe. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le bateau, il reste en suspension et le poisson, il n'a pas eu le temps de descendre. Donc, le poisson, s'il n'y a pas de continuité, il va se retrouver à voler. Donc, c'est ça qui est vraiment important dans cette notion de continuité. Je pense que c'est la seule façon qu'on avait d'expliquer la continuité pour cette fonction x. C'est pour ça qu'en fait, la hauteur de l'eau, ça va absorber des variations de débit d'entrée qui, elles, ne sont pas continues. Donc ça se résout. Donc on résout l'équation. Alors il y avait une petite remarque ici. C'était pas hyper important, c'était d'exprimer delta de t sous la forme d'un h de t qu'on avait auparavant. Et sauf qu'il y a une coquille quelque part. C'est un t moins delta, et là ça a été écrit en delta moins t. Je crois que c'est des t moins delta partout, comme dans l'énoncé en fait. Bien, donc quand on résout l'équation sur 0 plus l'infini, sur 0 delta, on retrouve l'équation précédente, donc on a la même solution. Et puis ensuite, on résout la même équation, mais elle est homogène, ça fait 0 au bout. On la résout sur delta plus l'infini, on trouve à nouveau une solution. Et une fois qu'on a trouvé la solution, donc elle est là, on va faire un prolongement pour trouver la valeur de lambda. On va dire que x de delta, des deux côtés, c'est la même valeur. Donc, à droite et à gauche par votre expression. On trouve le lambda et on met le lambda dans l'expression. Donc, ça donne, c'était donné dans l'énoncé. On vous disait montrer que, non, on vous disait résoudre. Voilà. C'était dans l'énoncé du sujet de concours. On donnait le résultat, je crois. C'était assez bizarre. Il donnait sur cet intervalle-là, mais après, pour la récurrence, il fallait se débrouiller tout seul. Alors, après, on refait la même chose. Donc, ici, au lieu de travailler sur l'intervalle 0 delta, on travaille sur l'intervalle i moins 1 delta jusqu'à i delta. Donc, le principe, c'est le même. C'est le même en faisant sur chaque intervalle. Donc, première résolution.
on part, hein, donc on a toutes les conditions ici, voilà, sur, c'était pas trop détaillé, mais sur 0, TI-1, donc sur la première partie ici, ça c'est TI-1. Sur cette première partie ici, on a une résolution. On a une résolution, mais comme on a x de 0 égale 0, donc on a une résolution d'équation homogène, c'est pas très détaillé dans le corrigé, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait au-dessus. On a une équation homogène, donc voilà la solution. Et comme on part avec x de 0 égale 0, ben forcément, le lambda fait 0. Donc, entre 0 et ti-1, la solution, c'est la fonction nu. Entre ti-1 et ti, on a une résolution de la forme, ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire on a une équation de cette forme-là, qui se résout de cette façon-là, et qui se résout de cette façon-là, parce qu'on l'avait déjà calculé en fait. Et à ce moment-là, ça y est, je suis perdu dans mon calcul. Ensuite, on la prolonge par continuité. Voilà, ce qui était important, c'était de la recoller par continuité en ti-1. Donc, x de ti-1, ça fait forcément 0 parce qu'au début, la fonction était constante égale à 0. Donc, on obtient comme ça le lambda et on obtient la résolution de l'équation sur l'intervalle ti-1 ti. Après, on continue la résolution sur l'intervalle ti plus l'infini. Donc, à nouveau, on a 0, donc on a une solution de cette forme-là. Et toujours la même chose, comment on calcule le lambda? On calcule le lambda par continuité. C'est-à-dire que je remplace ici t par ti, donc j'obtiens ce résultat-là, et là-dedans, je remplace t par ti, bah, c'était fait, on obtient ce résultat-là. Donc ça nous permet de calculer le lambda, et quand on a calculé le lambda, on le remplace ici, et puis bah, ça s'arrange plus ou moins heureusement de cette façon-là. Donc ça, les calculs, vous en êtes à peu près bien tirés, j'ai l'impression, enfin, je n'ai pas corrigé encore, mais d'après ce que les questions en fait vous m'avez posées, jusque-là, ça allait. La récurrence, c'était plus difficile. Donc une fois qu'on est d'accord sur le fait que la fonction x doit être absolument continue partout, 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 à tous ces points, on a déjà réglé un gros problème. Alors, la récurrence, en fait, il s'agit de calculer x de t à tous les points, les fameux points de discontinuité, les points du schéma, voilà, qui sont là. Le point qui est ici, le point qui est là, le point qui est là. Donc, tous les TI, hein, ça c'est T1, ça c'est T2, et puis on peut en inventer d'autres comme ça. Donc, il faut déterminer la valeur de x à tous ces points-là. Et en fait, ça nous permet de trouver la valeur de la fonction x, ensuite, sur tous les intervalles, puisqu'on a une formule à chaque fois. Donc, pour i égale 1, on reprend, alors le x de t1, on vous dit d'après la question 3, c'est ça a cette allure-là. Quand on calcule, on remplace ici, n'importe où, on remplace t par t1, et on obtient le résultat souhaité. Donc, on obtient ce résultat-là, et c'est bien une somme de 1 à 1. Donc, l'initialisation, elle se faisait plutôt bien. Ensuite, on suppose qu'au rang i, on a bien écrit le x de ti sous la forme d'une somme. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire la résolution d'équation jusqu'à l'intervalle ti-1 ti. De cette forme-là, ti-1 ti, c'est plutôt ici que je vais le retrouver, ti-1 ti. On en est là. Et maintenant, on repart du ti qui est là pour faire ti plus 1. Donc, on a fait ti-1 ti. Maintenant, on va faire ti plus 1. Et on voit qu'il y a une accumulation, en fait, une somme. Hein, les résultats vont s'accumuler. Alors, j'en suis dans les réalités. Donc, on suppose que la relation est vraie pour ti, puisque c'est le rang i. Sur ti plus 1, on cherche à résoudre les quadifs. On a équation homogène, solution particulière constante, et la difficulté, c'est de trouver le lambda. Et le lambda, on le trouve en utilisant que la fonction, elle est continue en ti. Donc,
je calcule X de TI là-dedans et je calcule X de TI grâce à cette somme ici. En identifiant les deux, j'arrive à isoler le lambda. Donc, j'isole le lambda, je le remplace dans le X de T qui est là. Et ensuite, quand j'ai fait tout ça, donc j'obtiens l'expression de X de T qui est pas très sympathique. Et là-dedans, il faut remplacer T par TI plus 1. En fait, on calcule à nouveau les limites. Donc, j'utilise 2 fois la continuité. J'ai utilisé la continuité en TI pour déterminer le lambda qui est là. Et ensuite, j'utilise la continuité en TI plus 1 pour arriver au rang I plus 1 et calculer X de TI plus 1. C'est pas très agréable, il y a des simplifications dans les sommes à faire avec un gros travail sur les puissances, les exponentielles. Et on finit par vérifier que ça marche au rang I plus 1. Le passage à la question suivante, donc il faut reprendre cette formule-là, mais au rang I, et on fait un changement d'indice en posant L égale I moins J. Ça bouscule un petit peu les bornes, elles se trouvent écrites à l'envers. Vous avez normalement, L va de I-1 à 0. Et comme c'est pas très joli, on écrit toujours les sommes en allant de la plus petite valeur à la plus grande. Donc, je le retourne. Madame? Oui. Il y a Anne-Sophie qui a été déconnectée. Elle vous demande si vous pouviez arrêter 2 secondes pour qu'elle puisse revenir. Okay. Alors, merci. On va arrêter. Anne-Sophie revient parmi nous. Ça ne va pas réapparaître. Ah, voilà Anne-Sophie. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon. J'étais là, voilà. Donc, en train de raconter qu'avec un changement d'indice, donc le changement d'indice, il était un petit peu délicat parce que quand je pose L égale I moins J, ici, ça va se retourner. Donc, le I, c'est une constante. Hein. Les indices, c'est L et J. Donc, dans la somme ici, ça va inverser la somme, mais c'est pas grave. Une somme, on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucune difficulté. Après, il y a des factorisations à faire, des calculs à arranger, c'est pas très agréable. Et à la fin, l'histoire de la fin, c'est un petit peu bizarre. Il faut expliquer que dans cette somme ici, on a des coefficients ici, les phi puissance L, qui vont tendre vers 0. Ce qui veut dire que la valeur donc de xti, donc à un instant donné, la hauteur dans le dos dans le lac, ça va dépendre de toutes les valeurs, de tous les débits qu'on a eu avant, mais les plus anciens, là on a dit par exemple si ce sont des années ou des mois, mais en tout cas les plus anciens, ils sont encore plus atténués, puisque la puissance k, ça fait que ce phi puissance k va tendre vers 0. Ça c'est un petit peu compliqué à expliquer, donc à relire, à méditer. Et ça, c'était donc un morceau de sujet de concours. Donc, je vous avais prévenu, il était délicat. Bon, les sujets de concours, c'est toujours un petit peu difficile. Et celui-là, il était particulièrement salé, même si c'était l'eau d'un lac. Donc, voilà pour ce sujet, ce devoir à la maison. En ce moment, vous n'avez rien, mais vous avez les problèmes bonus à regarder. J'ai donné une petite explication, mais en fait, ça valait pas le coup de refaire sur le cours. Si vous avez des questions, vous demandez et on verra au fur et à mesure. Mais vous pouvez travailler encore sur les problèmes bonus. Et puis, je vous donnerai demain, mercredi, un devoir à la maison, après, sur les probas. Donc, probas. Et puis, on verra dans la foulée, au moment de la correction, on fera un petit peu de Python autour de ça. Bien. Si vous êtes prêts, on attaque, on reprend la suite du cours sur l'espace vectoriel KN. Alors, on a vu ce qui était très important donc, dans le paragraphe précédent, c'était tout ce qui était lié aux familles génératrices. Et je vous ai donné beaucoup d'exemples à méditer. Il y avait des petites erreurs, des petites coquilles. J'espère que tout le monde a bien tout rectifié. Alors, en grand 3, donc de ce paragraphe, une notion aussi qui est de ce chapitre, pardon, une notion qui est très importante, la notion de base. Alors, avant d'arriver à la notion de base, on va définir famille liée et famille liée. Donc, il y a beaucoup de notions, beaucoup de définitions à apprendre dans ce chapitre.
vous devez bien les connaître par cœur, hein, les définitions. Alors c'est vrai que je vais pas être sur votre dos à vérifier que vous les connaissez par cœur, mais l'année prochaine, c'est indispensable. Hein. La définition d'une famille liée, c'est par cœur, et d'une famille libre aussi. Alors qu'est-ce que c'est? On prend des vecteurs, U1, U2, UP, et quand on les met ensemble, là, empaqués comme ça, entre parenthèses, on dit que c'est une famille. C'est un groupe. Une famille de P vecteurs de Kn. Donc on est bien dans Kn, par exemple R3, et on prend un paquet de vecteurs, on peut en prendre 7, 8, 2. Donc le P et le N sont totalement indépendants l'un de l'autre. Dire qu'une famille est liée, ça signifie qu'il y a une relation entre les vecteurs en fait. Elle est liée par quoi, cette famille? Par une relation. Cette relation, on va l'exprimer en disant qu'on peut trouver des coefficients, des lambdas, des nombres, donc, qui ne soient pas tous nuls et qui permettent d'écrire une combinaison linéaire égale à 0. Donc ça signifie non tous nuls. On dit ça en maths, c'est pas joli comme phrase, hein, non tous nuls. Donc il existe un PUPLé de lambda non tous nuls, tel que ça, cette combinaison linéaire fasse 0. Ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire de mes vecteurs, hein, égale au vecteur nul, avec l'un des coefficients au moins qui n'est pas nul. C'est ça, non tous nuls. Il y a au moins un des lambdas qui est non nul. Donc, bien comprendre cette phrase mathématique et sa traduction en français. Sur un petit exemple, vous prenez dans le plan 3 vecteurs, U1, U2, U3. Ben ça, ces 3 vecteurs-là, que j'ai dessinés un petit peu au hasard dans le plan, ils sont forcément liés. Pourquoi ils sont forcément liés? On a vu l'autre jour qu'on pouvait faire des projections. Donc, vous prolongez le vecteur U2, vous prolongez le vecteur U1, et à ce moment-là, le vecteur U3 va se décomposer sur ces deux prolongements par projection. Ça, on avait déjà fait des schémas comme ça la dernière fois. Donc, on peut écrire que le vecteur U3, il s'écrit comme combinaison linéaire, en fait, de U1 et de U2. Une décomposition. Si je veux retrouver l'expression qu'on avait ici, donc quelque chose égale à 0. À partir de cette écriture-là, je passe tout du même côté. J'ai donc U3 moins lambda 1 U1 moins lambda 2 U2 égale à 0. Dans cette expression-là, qui est donc une combinaison linéaire, il faut que mes coefficients ne soient pas tous nuls. Lambda 1 et lambda 2, je ne sais pas trop, vu le dessin, apparemment non. Mais en tout cas, de façon assurée, le coefficient qui est devant le U3, je vais l'appeler lambda 3 si ça me fait plaisir, eh bien lui, il est égal à 1. Donc, il n'est pas nul. Donc, on a bien trouvé une combinaison linéaire de mes 3 vecteurs qui donne 0 et avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls. Donc, la famille est liée. Elle est liée par cette relation, en fait. À partir du moment où il y a une relation entre mes vecteurs, c'est une famille liée. Une famille libre, c'est le contraire. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée. On dit aussi que les vecteurs sont linéairement indépendants. C'est un petit vocabulaire. Alors, une famille qui n'est pas liée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une combinaison linéaire qui fait 0, comme on avait tout à l'heure, une combinaison linéaire qui faisait 0, on pouvait en trouver une avec des coefficients non nuls. Et ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que si on a une combinaison linéaire qui fait 0, ça veut dire que forcément, tous les coefficients sont nuls, puisque j'écris la négation de famille liée. La négation de ça, c'est que si j'ai une combinaison linéaire nulle, forcément, tous les coefficients sont nuls. Ce n'est pas possible avec des coefficients non tous nuls. Alors, donc rédiger, ça donne ça. Si je prends des lambdas quelconques, si jamais j'écris que la combinaison linéaire fait 0, forcément, les lambdas sont nuls. Alors, j'ai mis une équivalence ici, parce que ce qui est important, c'est ce sens-là, de la gauche vers la droite, mais dans l'autre sens, c'est carrément évident. Si vous prenez des coefficients linéaires, des coefficients nuls, pardon, la combinaison linéaire fera forcément 0. Donc voilà pour la définition d'une famille libre. Ça devient, alors la famille liée, c'était un peu abstrait, mais je trouve que la famille libre l'est encore plus. Donc ça veut dire que la seule décomposition possible du vecteur nul, on l'obtient avec des coefficients nuls. Exemple, je prends maintenant deux vecteurs dans le plan, donc dans R2.
essayer, alors en fait, j'ai rien démontré. Si je veux décomposer le vecteur nul, suivant ces deux vecteurs-là, par projection, les seuls coefficients possibles, c'est de prendre 0 et 0. La seule façon d'obtenir le vecteur nul ici, c'est d'avoir 0 U1 plus 0 U2. Sur mon dessin, pourquoi? Parce que j'ai deux vecteurs qui sont non collinéaires dans R2. À retenir. Donc, on remarque, si jamais dans une famille, je change l'ordre, si c'est U1, U2 qui est libre, U2, U1, elle est libre aussi. Et puis, si je reprends ma famille liée ici, U1, U2, U3, elle était liée. Si vous prenez dans un autre ordre, ça reste lié, puisque la définition, elle dépend d'une somme, et les sommes, on peut les écrire dans n'importe quel sens. Autre remarque, si on prend une famille libre, attention, c'est faux pour une famille libre. Vous prenez une famille libre, et vous prenez une sous-famille, quelque chose de plus petit, c'est encore plus libre. L'idée, c'est que dans une famille, quand il y a beaucoup de personnes, on est un peu liés, et moins il y a de personnes, plus on est libre de faire ce qu'on veut. On peut se lever à n'importe quelle heure, on peut prendre les repas à n'importe quelle heure, c'est pas gênant. Voilà. Donc, moins il y a de monde, plus on est libre. C'est un petit peu le principe de cette notion de famille libre et de famille liée. Et si vous êtes nombreux, forcément, il faut fixer les heures des repas. Et tout. On est beaucoup moins libre. Donc, on est plus lié quand la famille est nombreuse. Ça permet de retenir. C'est pas des démonstrations du tout, ça. Alors, quelques cas particuliers. Donc, je reste dans Kn, donc un cas comme assez général, mais si j'ai un seul vecteur dans Kn, quand on prend un seul vecteur, est-ce qu'il est libre? Alors, d'après ce que je viens de vous dire, je vous ai dit, quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut, on est plutôt libre. C'est vrai, à condition de ne pas être nul. Si on est nul, on n'est même pas libre. Ça se montre comment? Si vous prenez un vecteur nul, donc il est tout seul, et si vous écrivez comme combinaison linéaire 1 fois 0, ça fait 0. Donc, il y a une combinaison linéaire avec un coefficient non nul qui fait 0. La famille est liée, ça correspond là vraiment à la définition. Donc, un vecteur nul tout seul, à lui tout seul, il crée une famille liée. Maintenant, toujours pour un vecteur tout seul, s'il est non nul, j'écris une combinaison linéaire qui fait 0. La seule possibilité pour que ça marche, c'est que le lambda fasse 0, parce que c'est pas le vecteur qui fait 0. Et quand j'écris ça, j'ai écrit que la famille est libre au sens de la définition, tout simplement. Donc, un vecteur tout seul, quand il est nul, la famille est liée. Quand il est non nul, la famille est libre. Donc, c'est une façon très simple de repérer quand on a un vecteur, est-ce que la famille est libre? Elle est libre si et seulement si le vecteur est non nul. On a une équivalence. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les familles libres que les familles liées, vous remarquez. Alors, maintenant, si je prends deux vecteurs dans Kn. Deux vecteurs dans Kn, on a une représentation, en fait, ici. Sauf que là, c'était dans le plan. Mais on peut généraliser dans Kn. Donc, dans R3 ou dans R4, aussi loin qu'on peut. Alors, je prends deux vecteurs. J'écris que la famille est liée. Si j'écris que la famille est liée, je reprends la définition de tout à l'heure. Mais au lieu d'avoir des U1, U2 et des lambda 1 et des lambda 2, j'ai mis alpha et bêta. Donc, dire que la famille est liée, ça veut dire qu'il existe des nombres, alpha et bêta, non nuls, enfin pas nuls tous les deux en tout cas, tels que comme combinaison linéaire, on a alpha U plus bêta V qui fait 0. Donc ça, c'est possible d'avoir une décomposition du vecteur nul avec les vecteurs U et V. Alors, si je traduis ça, il y a deux possibilités. Si le alpha est non nul, parce qu'ils sont pas nuls tous les deux. Si le alpha est non nul, en passant le bêta V de l'autre côté, j'ai moins bêta V, et en divisant par alpha, j'obtiens que U s'écrit sous la forme lambda V. Si jamais le alpha est nul, le bêta sera non nul, lui, et dans ce cas-là, j'arriverai à écrire au contraire V sous la forme lambda U. Mais de toute façon, à partir de cette expression-là, si les deux coefficients ne sont pas nuls en même temps, on peut toujours écrire l'un des vecteurs en fonction de l'autre, ce qu'on appelle des vecteurs collinéaires. Donc en fait, une famille liée de deux vecteurs, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Donc par contraposition, la famille est libre, ça signifie que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc c'est ce qu'on voit ici. Une famille libre, c'est une famille formée de deux vecteurs non collinéaires. Alors attention, ça ne marche pas avec 3. Si je prends 3 vecteurs, c'est le dessin qu'on avait tout à l'heure, ici on avait 3 vecteurs qui n'étaient pas collinéaires du tout,
et pourtant la famille n'était pas libre. Donc ça, ce n'est valable, cette propriété-là, elle est valable que pour deux vecteurs. Mais ça peut être pratique quand même de le savoir quand on a deux vecteurs. Bien, donc on va s'attacher maintenant, on va essayer de déterminer, quand on a une famille, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est liée. Ça va être notre petit travail du jour. On va essayer d'établir quelques petites propriétés qui permettent de repérer facilement qu'une famille est liée. Donc, certaines parfois très simples. Alors, propriété 1, si dans une famille, j'ai le vecteur nul, donc il y a P vecteurs, mais il y en a un qui est le vecteur nul, eh bien forcément elle est liée. Et c'est une condition suffisante, hein, c'est pas nécessaire, mais ça suffit pour dire, ah ben j'ai repéré le vecteur nul dans ma famille, il est là, donc la famille est liée. Alors en effet, ma famille, je l'appelais U1, UP, et j'ai supposé que c'était UP le vecteur nul, lui, le dernier. Et si j'essaye d'écrire une combinaison linéaire, qui fait 0, mais que tous les coefficients soient pas nuls, ben, je peux mettre 1 ici, hein. Je peux mettre 1 ici, tous les autres avec des zéros, parce que je les connais pas, les autres. Mais là, je vais avoir une fois le vecteur nul. J'ai trouvé un coefficient non nul. Donc, on est bien dans la définition d'une famille liée. Et on obtient le vecteur nul à la fin. Donc, dès qu'on a une fois le vecteur nul dans une famille, on sait qu'elle est liée, on peut l'affirmer tout de suite. Et ça, c'est facile à repérer. Autre cas facile à repérer, je regarde ma famille, et dans la famille, il y a deux vecteurs, c'est le même. Deux vecteurs qui sont égaux. Et bien forcément, elle est liée. C'est à nouveau une condition suffisante. Hein. Ça suffit pour repérer, mais c'est pas nécessaire. Alors, j'ai pris, pour que ce soit plus facile à rédiger, j'ai dit, bah, si c'est le dernier et le premier qui sont égaux. Donc, j'écris comme combinaison linéaire, si le dernier et le premier sont égaux, le premier, je vais le multiplier par moins 1, et le dernier, je vais le laisser multiplier par 1, on va le laisser tout seul. Les autres, je leur mets des zéros pour pas perturber. Donc, j'ai moins 1 U1 plus une fois UP. Là, ça fait 0, ça. Donc, on a bien écrit ici une combinaison linéaire avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls, puisque ici, j'ai moins 1 et là, j'ai 1, et qui fait 0 quand même. Donc, c'est exactement la définition d'une famille liée. Donc, c'est facile à repérer. Deux vecteurs qui sont égaux, hop, la famille est liée. Alors, un petit peu plus fin, si je repère dans ma famille deux vecteurs qui sont collinéaires, eh bien, forcément, elle est liée. Alors, on a vu que deux vecteurs tout seuls collinéaires, c'était lié. Mais s'il y en a plus, si je rajoute d'autres vecteurs, si ces deux-là sont liés de toute façon, la famille complète va être liée aussi. On est toujours sur une condition suffisante. Alors, pour faire simple, j'ai dit que c'était le dernier UP qui était multiple de U1. Donc, ça nous dit bien ici que les deux vecteurs UP et U1 sont collinéaires. Alors, si j'écris comme combinaison linéaire, je vais mettre, comme UP c'était alpha U1, je multiplie U1 par moins alpha et UP par 1 et tous les autres par 0, comme ça ils ne m'embêtent pas. J'ai moins alpha U1 plus UP, vu la relation, ça va faire 0. Donc, une fois de plus, je viens de trouver une combinaison linéaire de mes vecteurs avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls. Alpha, je ne sais pas, mais 1, je sais. Donc, on a bien une famille liée. Donc, ça progresse, hein, on voit que ça se repère facilement. Donc, quand je regarde une famille, si je vois un 0 dedans, elle est liée. Si je vois deux fois le même vecteur, elle est liée. Si je vois deux vecteurs qui se ressemblent, qui en fait sont collinéaires, elle est liée. Donc, c'est quand même des façons de repérer assez facilement. La propriété 4, c'est finalement, ça va englober toutes les autres. C'est si je vois que dans ma famille, il y a l'un des vecteurs qui est combinaison linéaire des autres. Donc, deux vecteurs collinéaires, ça va rentrer dans ce cadre-là. Deux vecteurs égaux, ça va rentrer aussi. La propriété 4, elle englobe toutes les autres propriétés qu'on a vues avant. Alors, un des vecteurs qui est combinaison linéaire des autres. Alors, forcément, on aura une famille. Alors, je vais l'écrire. Ça veut dire quoi, un des vecteurs combinaison linéaire des autres? Pour que ce soit plus simple, j'ai dit que c'était le dernier. Que UP, il était combinaison linéaire des autres. Si c'est pas le dernier, c'est pas grave, je change d'ordre. Alors, je vais l'écrire, ce UP, sous la forme alpha 1 U1, plus, etc., jusqu'aux autres, jusqu'à P-1, puisque ça signifie il est combinaison linéaire de ses petits camarades. Cette relation-là, je la modifie pour obtenir quelque chose qui fait 0. Pour que ça fasse 0, je prends
tous ces termes-là et je soustrais UP. J'ai donc la relation alpha 1, U1, alpha 2, U2, alpha P-1, UP-1, moins une fois UP. Et ça fait 0. Et là, une fois de plus, j'ai une combinaison linéaire qui fait 0, avec au moins l'un des coefficients qui est non nul. C'est le coefficient de UP. Donc, effectivement, dès que j'ai un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres, bien ma famille, elle est liée. Et là, ça prend tout son sens, parce que je vous ai dit que c'était une relation. La famille liée, c'est qu'on pouvait écrire une relation entre les vecteurs. Et quand je dis qu'il y en a un qui est combinaison linéaire des autres, on a une relation qui est écrite. Elle est explicitée là. Donc, on voit bien cette notion de famille liée. Famille liée, ça veut dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Et tellement qu'en fait, c'est une condition nécessaire et suffisante. C'est la même chose. C'est-à-dire que si un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, j'ai une famille liée. Mais si la famille est liée, alors je vais pouvoir écrire l'un des vecteurs comme combinaison linéaire des autres. Alors, par exemple, je pars d'une famille liée, ici, donc j'ai une somme avec les coefficients lambda 1, lambda p, une combinaison linéaire qui fait 0, et avec au moins l'un des coefficients non nuls. Moi, je vais dire que c'est le dernier. Pour simplifier, ça peut être le troisième, mais dans ce cas-là, le troisième, je le mettrai à la fin. Donc, je dis que le dernier coefficient est non nul. À ce moment-là, si le dernier coefficient est non nul, je vais pouvoir isoler le UP. Pour isoler le UP, je le passe de l'autre côté. Donc, je vais avoir moins lambda p UP, et je vais tout diviser par moins lambda p. Donc, finalement, mon UP, je vais l'écrire moins lambda 1 sur lambda p U1, moins, etc. Et je suis en train de dire que le UP, je peux l'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Conclusion, une famille est liée si et seulement si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Donc, c'est vraiment simple comme pour comprendre ce que c'est qu'une famille liée. Mais la relation, elle est peut-être, au lieu de dire l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, c'est facile à exprimer en français, mais c'est pas facile à écrire en mathématiques. C'est pour ça qu'en mathématiques, on vous a donné la définition qui était pas très agréable à lire, qui était celle-ci. Mais ça, en fait, ça signifie que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Mais c'est vrai que c'est pas explicite. Alors maintenant, si je veux définir ce que c'est qu'une famille libre, c'est le contraire. Donc, le contraire de ça, une famille est libre si et seulement si aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des autres. Donc, voilà ce que ça signifie profondément une famille libre. Alors, c'est bien, ça se dit facilement en français, c'est intéressant pour comprendre ce que ça signifie une famille libre, mais en revanche, c'est pas du tout utilisable dans la pratique pour montrer qu'une famille est libre. Si je vous donne 3 ou 4 vecteurs et je vous dis montrer que la famille est libre, si vous me racontez un bobard comme « Oh, ça se voit bien qu'elle est libre parce qu'aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des autres », ça c'est pas possible. On peut pas le dire aussi rapidement que ça et ce serait très très long et fastidieux à démontrer dans la pratique. Donc, c'est pas ce qu'on va utiliser comme démonstration pour montrer qu'une famille est libre. En revanche, c'est bien de l'avoir en tête, de comprendre ce que ça signifie une famille libre. Alors, comment on va faire pour montrer qu'une famille est libre si je ne veux pas le faire comme ça? Alors, on va regarder les conditions pour qu'une famille soit libre. Ça va les uns et les autres je vérifie que tout le monde est encore bien inscrit. Bien, donc, je prends toujours P vecteur, U1, U2, UP, et je me demande, le problème c'est, est-ce que cette famille est libre? La méthode, je pars de lambda 1 U1 plus lambda P UP égale 0, et je pose ça comme un système. Je vais essayer de trouver les lambdas. Je vais donc écrire les vecteurs U1, U2, UP. Alors attention, ce sont des vecteurs, et chaque vecteur est dans Kn. Donc la notation, ça va vite devenir un petit peu lourd. Le vecteur U1, comme il est dans Kn, je l'écris avec ses coefficients. Donc, mais ces coefficients, ils ont 2 indices. Ils finissent tous par l'indice 1 parce que c'est le vecteur U1. Et puis après, c'est A11, A21, AN1. Ça, c'est pour exprimer que j'en ai N, puisqu'on est dans Kn. Des coefficients. Donc, le vecteur U2 aussi, c'est un vecteur de Kn. Donc, il s'exprime avec N composantes.
qui sont numérotés de 1, 2 jusqu'à n, et puis avec la deuxième numérotation qui correspond au vecteur U2. Et je fais ça pour tous mes vecteurs jusqu'au vecteur P, UP. Il a aussi ces n composantes qui sont numérotées 1, 2, n, et qui ont la double numérotation avec petit p en plus pour exprimer que c'est le vecteur UP. Donc là, ça devient pénible à écrire, dans le cas général. Si je reprends le système qui est écrit là, quand j'écris lambda 1, U1, ben, je remplace U1 par ce vecteur-là. Pareil pour U2, mais j'avais pas assez de place. Plus, la même chose jusqu'au vecteur UP. Et le 0 qui est là, c'est plusieurs fois 0. C'est le 0 de quoi? Comme mes vecteurs sont dans Kn, c'est le 0 de Kn. Le 0 de Kn, c'est N0. Donc voilà ce système-là. Alors c'est un système, puisqu'on a des inconnus qui sont lambda 1, lambda P. Le système, quand je vais l'écrire maintenant, ici, composante par composante. Le premier 0 qui est là, il apparaît ici. Et je regarde tout ce que j'ai en première composante. J'ai lambda 1 multiplié par A11, que je retrouve là. Ici, je ne l'ai pas écrit, mais on a lambda 2 multiplié par A12. Et à la fin, on a lambda P multiplié par A1P, que j'ai recopié ici. Et je fais ça pour chaque composante. Donc, à droite, j'aurai égal 0, égal 0, égal 0, égal 0. La dernière composante que je vais écrire, c'est lambda 1 multiplié par AN1 d'ici, et etc., etc. Et le lambda P, je le multiplie par ANP d'ici, et j'ajoute tout. Et tout ça qui fait 0. Alors, vous remarquerez, au début, les lambda 1, ils étaient devant, parce qu'ils sont devant les vecteurs, ça c'est normal, enfin les lambda. Et ensuite, quand j'écris, je les mets derrière, hein, parce que ce sont mes inconnus. Et j'ai tendance à écrire mon système A11 X1 plus, etc., plus A1P XP. L'habitude, c'est de mettre les inconnus derrière. Et ça, c'est juste une habitude. Donc, on obtient quoi? Un système de n équations. Pourquoi n équations? Parce qu'on avait n composantes ici à chaque fois. Et mes inconnus, il y en a P, ce sont les lambda. Le principe de la famille libre, je remonte à la définition. La définition de la famille libre, c'est que quand on a cette équation lambda 1 U1 plus lambda P UP qui fait 0, la seule solution possible, c'est que tous les lambdas soient nuls. Ça veut dire que quand on prend le système qu'on vient d'écrire, voilà. La seule solution possible pour que la famille soit libre, c'est que le système S n'admette que, comme solution, que des lambdas qui soient nuls. Donc la famille est libre si et seulement si le système S admet pour unique solution 0, 0, 0, 0. Ceci est bien une condition nécessaire et suffisante. Et on va travailler là-dessus dans la pratique pour déterminer si une famille est libre ou pas. Exemple. Alors, c'est parti pour deux exemples. Le premier, on a donc trois vecteurs, U1, U2, U3, et on est dans R4, visiblement, et on veut savoir si cette famille est libre dans R4. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama. Je prends donc les trois vecteurs et j'écris j'écris le système avec des lambdas. Je vais essayer de poser ce système S et de montrer, si possible, que les lambdas sont tous nuls. Et s'ils ne le sont pas, c'est que la famille n'est pas libre. Donc, on est dans R4, on le voit bien. Donc, quand j'écris égal 0 ici, le 0 qui est ici, c'est le 0 de R4. Hein, c'est 3, 0. Donc, 4, 0. Ça veut dire qu'on va avoir 4 équations. Chaque équation va correspondre à une composante. Alors, en première composante, c'est lambda 1, U1, lambda 2, U2, donc fois 1, et lambda 3, U3, donc fois 2. Et là, j'ai écrit tout ce que j'obtenais en première composante, et ça doit faire 0 à l'autre bout. En deuxième composante, j'ai moins lambda 1, U1, j'ai 0 lambda 2. Oui, donc j'ai lambda 1, U1, donc j'ai moins 1 multiplié par lambda 1, j'ai 0 ici multiplié par lambda 2, et j'ai 1 multiplié par lambda 3. D'où l'écriture de ma deuxième équation, c'est pour la deuxième composante. Troisième composante, je multiplie ici par lambda 1, donc j'ai 2 lambda 1. J'ai
3 lambda 2 moins lambda 3. J'obtiens ma troisième ligne qui fait 0, forcément, c'est le 0 d'ici. Ensuite, je fais la dernière composante, donc lambda 1 fois 1, lambda 2 fois moins 2, lambda 3 fois 1. Et tout ça qui fait 0 ici, on travaille sur la quatrième composante. On peut remarquer un truc assez rigolo, et en fait, c'est naturel, hein, finalement, c'est lié à l'écriture du système, mais c'est qu'en fait, les vecteurs, vous les retrouvez en colonne ici. Ici, vous avez les coefficients, c'est 1, moins 1, 2, 1. Vous avez le vecteur U1. Les coefficients là, c'est 1, 0, 3, moins 2. Vous avez le vecteur U2. Et les coefficients ici, sur lambda 3, hein, c'est logique, c'est 2, 1, 2, 1, moins 1, 1, 2, 1, moins 1, 1. Donc on retrouve, j'ai remis en couleur, mais c'est pas forcément très lisible. Donc j'ai mis 1, moins 1, 2, 1 pour retrouver le vecteur U1. 1, 0, 3, moins 2, parce que le 1 et le 0, ils n'étaient pas écrits. Donc je retrouve le vecteur U2 et 2, 1, moins 1, 1 pour retrouver le vecteur U3. Alors je résous mon système tranquillement, comme on sait faire. Je bloque la ligne L1 pour enlever les lambda 1. Je fais, alors là c'est un peu gribouillé maintenant. J'ajoute, je fais moins 2 L1 et L4 moins L1. Alors, j'obtiens ce résultat-là, on va vérifier quand même. Quand on fait L2 plus L1, j'obtiens lambda 2, c'est vrai, et 3 lambda 3. Quand je fais L3 moins 2 L1, je perds les lambda 1, c'est fait pour. J'en ai 3 moins 2, j'ai lambda 2, moins 1, moins 4, moins 5 lambda 3. Là, quand je fais L4 moins L1, je perds les lambda 1, c'est fait pour. Moins 2, moins 1, moins 3 lambda 2. Et 1 moins 2 moins lambda 3, tout va bien. Et on continue la résolution du système, on va continuer à échelonner, donc on va supprimer les lambda 2 dans les deux dernières lignes. Je bloque L1, je bloque L2. Je fais L3 moins L2 pour enlever les lambda 2. Et L4 plus 3 L2 pour enlever aussi les lambda 2 dans la dernière ligne. Donc je prépare l'écriture de mon système. J'obtiens ici, donc là ça s'en va, ça, j'ai moins 5, moins 3, moins 8. Et ici, L4 plus 3 L2, ça me fait moins 1 plus 9, 8 lambda 3. Je constate que j'ai deux fois la même ligne. Donc, j'en enlève une et je vais finir ma résolution. Lambda, ici, j'ai moins 8 lambda 3 qui fait 0, donc c'est facile, c'est lambda 3 qui fait 0. Et je remonte d'un cran. Comme lambda 3 fait 0, ben lambda 2 est égal à 0 aussi. C'est bon. Je remonte encore d'un cran. Comme lambda 3 est nul et lambda 2 aussi, ben ça se lit facilement. Lambda 1 égale 0. Donc la fin de la résolution, c'est très facile ici. Et on obtient quoi? On obtient qu'à partir de ce système-là, la seule solution possible, c'est 0, 0, 0. Donc la famille est libre. J'ai appliqué la propriété de tout à l'heure. Et ça s'applique très simplement. Donc la diapo, hein, je vous l'avais mise de toute façon sur Discord, vous pourrez la retrouver. Je peux aussi l'envoyer par mail s'il y en a qui préfèrent. Mais voilà, vous la retrouverez sans difficulté. Alors, je reviens. Exemple 2, même situation, sauf que je vous donne ici 4 vecteurs. On est dans R3, donc ça change un petit peu, et on veut savoir si la famille est libre. Donc, je vous ai préparé une diapo pour cet exemple-là. Je vous mets vos 4 vecteurs ici, je les recopie, on est dans R3, et on va essayer de résoudre le système, déterminer donc les lambda, tels que lambda 1, U1, lambda 2, 2, etc., égale à 0. Comme on est dans R3, quand j'écris 0 ici, c'est le vecteur 0, 0, 0. Et comme tout à l'heure, on va poser le système qui correspond à ça. Donc on a 3 équations, parce qu'on a 3 composantes à chaque fois. Et chaque équation correspond à une composante. Alors, en première composante, lambda 1 multiplié par 1, lambda 2 multiplié par 1, lambda 3 par 0 et lambda 4 par 2. D'où ma première équation.
Deuxième composante, lambda 1 multiplié par 0, lambda 2 multiplié par 3, lambda 3 multiplié par 1, lambda 4 multiplié par 0. D'où ma deuxième équation. Troisième composante, lambda 1 multiplié par moins 1, lambda 2 multiplié par 2, lambda 3 multiplié par moins 1, lambda 4 multiplié par 1. D'où ma troisième équation. Et c'est parti pour la résolution du système. Ah, une petite remarque quand même, on retrouve comme tout à l'heure, hein, et dans tous les cas, verticalement, les coefficients des vecteurs U1, U2, U3 et U4. Toujours verticalement. Alors, pour résoudre le système, je bloque L1 et L2 parce que, c'était pas très bon. Voilà. On voit que ici, il n'y a pas de lambda 1 à supprimer, il y a juste le lambda 1 de la troisième ligne à supprimer. Donc, je bloque L1 et L2 et je fais L3 plus L1. Pour enlever mes lambda 1, je trouve 3 lambda 2 moins lambda 3 plus 3 lambda 4. Normalement. Je continue, je bloque L1 et L2 et pour supprimer les lambda 3 ici, je fais L3 moins L2. J'ai plus de lambda 2, pardon, j'ai plus de lambda 2. J'ai moins lambda 3, moins lambda 3, moins 2 lambda 3. Et les 3 lambda 4, moins rien du tout. J'arrive là. Quand j'arrive là, je constate que, de toute façon, mon système échelonné n'a que 3 équations, alors qu'il avait 4 inconnus. Donc, on a une inconnue auxiliaire. Je vais prendre lambda 4 si ça me fait plaisir. Donc, s'il y a une inconnue auxiliaire, je ne vais pas aller au bout de la résolution, mais s'il y a une inconnue auxiliaire, ça signifie qu'il y a une infinité de solutions. Donc, par rapport à ce qu'on recherchait, ça veut dire que la famille est liée. Puisqu'on a dit dans le cours, tout à l'heure, que la famille est libre, si et seulement si le système admet comme unique solution 0, 0, 0. Là, il y a une infinité de solutions. Donc, c'est fichu. La famille n'est pas libre, elle est donc liée. Alors, une petite remarque sur cet exemple, à partir de cet exemple-là, et qu'on va pouvoir généraliser ensuite, c'est qu'en fait, on aurait pu se rendre compte assez rapidement que la famille était liée, avant de résoudre le système. Parce qu'avec un système de 3 équations à 4 inconnus, on sait bien que quand on va échelonner, on ne va pas rajouter des équations. Les équations, au pire, on en enlève. Donc, quand on va échelonner, on va obtenir de toute façon moins d'équations que d'inconnus. Et si j'ai moins d'équations que d'inconnus, ça veut dire que forcément, j'ai des inconnus auxiliaires. Donc, forcément, la famille est liée. Donc, on va arriver à une généralisation de ce truc-là. En remarque. Madame? Oui. Est-ce que ce serait possible de remettre le diapo juste 5 secondes, s'il vous plaît? Mais de toute façon, t'inquiète pas. Alors, c'était la fin que tu voulais. Voilà. Mais c'est sur Discord, hein, vous pouvez les reprendre après si vous avez un petit retard, ou des fois même juste 2 mots, mais... Voilà. C'est bon? Donc, ce que je disais, c'était que par rapport au nombre d'inconnus et d'équations, donc ce qu'on retrouve dans cet exemple 2, si on a P plus grand que N, c'est-à-dire plus de vecteurs que l'ensemble dont on travaille, donc, comme 4 vecteurs dans R3. Donc, P vecteur dans Kn, avec un P qui est plus grand que le N de l'exposant. Donc, on se retrouve avec un système qui a N équations à P inconnues. Donc, ça, c'est d'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas général. Et ici, dans notre exemple, on avait effectivement 4 N équations P inconnues. Donc, on avait 3 équations et 4 inconnues. Si j'échelonne ce système, on a plus que R équations. Je vous ai dit qu'on allait en enlever éventuellement des équations. Donc, R va être plus petit que N, ou égal, hein, des fois c'est le même nombre. R, ça représente le rang du système. Je vous rappelle que le rang du système, c'est le nombre d'équations à la fin de l'échelonnement. Donc, le nombre d'équations à la fin de l'échelonnement va être plus petit que le nombre d'équations du départ, et lui-même était plus petit que le nombre d'inconnus. Donc, forcément, par soustraction, je vais avoir des inconnus auxiliaires. Je vais même dire que j'en ai P moins R exactement. Mais en tout cas, si on a P moins R inconnus auxiliaires, on a donc une infinité sans S. Peut-être un petit peu
enthousiaste, une infinité de solutions. Et si j'ai une infinité de solutions, on a une famille liée. Ça veut dire que dès le départ, 4 vecteurs dans R3, on n'a même pas besoin de les regarder. Si je vous donne 4 vecteurs dans R3, je vous dis, est-ce que la famille est libre ou liée? Je sais qu'elle est liée, parce qu'il y a beaucoup trop de vecteurs. Je vous ai dit, quand il y a trop de monde, c'est lié. 4 vecteurs dans R3, ils n'arrivent pas à être libres les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas assez de place. Donc, plus généralement, dans Kn, si vous prenez P vecteur avec P plus grand que N, ben, c'est fichu, la famille est liée, elle n'est pas libre. Ou alors, une autre façon de le dire, c'est que dans Kn, une famille libre contient au maximum N vecteurs. Voilà ce qu'on peut tirer de ça. Donc, c'est pratique. On peut savoir, sans faire de calcul, on peut déjà éliminer certains cas de familles liées, parce que quand on a trop de vecteurs. Alors, on va voir, mais ça c'est pour demain. Je vous ai pas fait les diapos de toute façon, donc comme ça vous êtes tranquille. Le cas des familles échelonnées. Alors, ce qu'on appelle une famille échelonnée, et c'est ça on regardera donc ces exemples-là demain. Ce sont des familles qui sont forcément libres. Hein. Toute famille échelonnée est libre. On va le démontrer on va le vérifier sur des exemples et on admettra que c'est vrai tout le temps. Une famille échelonnée, ça veut dire que le nombre de zéros, soit qu'il commence les vecteurs, soit qu'il les termine, ce nombre de zéros est strictement, pourquoi j'ai pas écrit ça moi, croissant ou décroissant. C'est un nombre, hein, donc il n'y a pas de. Alors ici, la première famille, le nombre de zéros qui commence ma famille, là j'ai 1 0, 2 0, 3 0. Donc on voit que c'est croissant. L'exemple 2, je regarde les zéros qui commencent. J'ai 2 zéros au début, 1 et pas du tout. Donc là, on a un nombre de zéros qui est décroissant. L'exemple 3, là c'est plutôt la fin que je vais regarder. Là j'ai 1 0, 2 0, 3 0. On voit bien que ce nombre de zéros augmente. L'exemple 4, toujours par la fin, j'ai 2 0, 1 0 et pas du tout. Donc, on a aussi une famille échelonnée. Donc, on fera des petits schémas demain et des petites diapos pour expliquer ce que c'est qu'une famille échelonnée et comment on repère facilement. Donc, ça fait des familles libres. Voilà, donc on continue tout ça demain. Une petite remarque pour demain. Je me suis arrangée avec Monsieur Hubert. On échange les cours. Donc, les maths, c'est à 9 h et la bio à 11 h. Ce qui me permettra d'aller chez le dentiste à 11 h. Et j'aurais préféré faire court. Bien, donc voilà, en tout cas, on fera court quand même demain matin. Demain matin, on avance tout ça et relisez ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment important de le digérer d'un cours à l'autre pour bien profiter du cours suivant. Et puis, si c'est digéré et que vous n'avez pas trop de physique et pas trop de bio à faire, vous pouvez toujours jouer avec les problèmes bonus. Voilà, à demain.